de base qui vont nous permettre maintenant de comprendre ce qui se passe dans les champs quand les agriculteurs pratiquent la sélection. On part en Haute-Loire maintenant avec Bruno pour que tu nous parles de la sélection que tu fais dans tes champs. Alors bonjour, donc je m'appelle Bruno, donc je suis maraîcher en Haute-Loire, en bio et sous mention Nature et Progrès. Voilà, c'est une ferme qui est pas très grande, hein. On a 2 hectares et demi de maraîchage, un peu des petits à côté. On fait un peu de vente directe sur les marchés, la grosse ville, enfin 20 000 habitants, la plus grosse ville de Haute-Loire, le Puy, et le marché du village. Et donc un des aspects un peu particuliers de la ferme, c'est qu'on produit une partie de nos semences, et aussi dans les semences qu'on produit, il y en a une partie, c'est des croisements qu'on fait, ou des croisements qui se produisent naturellement, qu'on décide d'explorer pour voir un peu ce qui peut se passer. Voilà. Tu m'avais demandé, Estelle, d'essayer de lister un peu les choses qui faisaient qu'on avait cette démarche là. Donc j'ai essayé de lister ça. Donc le premier, en fait, et moi c'est le plus important, c'est que faire de la création de population et de la sélection à la ferme, c'est un truc qui est amusant, et du coup ça permet d'avoir un quotidien qui est un peu toujours réenchanté, et de pas se lasser au bout de ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier, je trouve pas le temps long où je me lasse pas, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles du coup qui viennent notamment du fait de faire de la sélection. Et donc après, comme l'a souligné Isabelle, un deuxième aspect, c'est que ça permet de pallier à des carences, à des choses qu'on trouve pas dans les catalogues. Nous, par exemple, on est en moyenne montagne. On a que 50% de nos terrains qu'on peut irriguer, donc on cultive sans eau des légumes sur l'autre moitié. On a des terrains qui sont argileux, on est en pente. Globalement c'est froid. Et quand on arrive sur les marchés, il y a des primeurs partout qui arrivent avec des légumes d'Andalousie ou de la vallée du Rhône, qui sont beaucoup plus précoces que nous. Donc on pourrait dire que c'est un contexte qui est pas idéal pour faire du maraîchage. Et donc du coup, des fois, on a besoin de choses qu'on trouve pas dans l'offre commerciale, quoi. Et donc du coup, dans ce sens-là, une motivation pour faire de la sélection, pour moi, c'était d'arriver pas à moi transformer les sols et la ferme. Il y a des choses qu'on peut pas faire en termes de transformation, mais c'est plutôt amener la plante vers les conditions de culture qu'on a à lui proposer, plutôt que elle fasse le chemin, que nous faire le chemin vers l'impossible des fois, ou qui demanderait vraiment d'artificialiser complètement les terrains. Le fait de faire de la sélection en population aussi, avec tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on entend par rapport au changement climatique, c'est confortable de se dire qu'on a de la diversité génétique qui nous permettent d'assurer une relative stabilité interannuelle, enfin un peu plus que si on avait des choses qui étaient très resserrées au niveau génétique. C'est un peu plus rassurant de se dire on travaille avec un panel plus large au niveau génétique, donc on est plus susceptible de tirer notre épingle du jeu quand il y a des grosses amplitudes de sécheresse, de froid, de chaud. Et puis un aspect qui pour moi est important, c'est le fait de faire de la vente directe. En fait, le consommateur final, la personne qui va mettre la tomate dans sa bouche, on la voit, des fois on la connaît, des fois c'est des copains, on les voit toutes les semaines. Et donc de se dire qu'en fait il y a un lien avéré entre notamment les couleurs, la diversité génétique. En tout cas, on peut se baser sur les couleurs qui souvent sont des vitamines ou des antioxydants, les pigments aussi, ou des fois les deux. Et en fait, de se dire que plus les gens, on va leur proposer un truc où il va y avoir une richesse de couleurs, et plus ils vont avoir cet apport qualitatif de nutriments qu'on a moins quand on a que des choses qui sont avec la même génétique
sur un légume donné. Voilà, il y a cette idée-là, elle est quand même assez chouette parce que il n'y a pas forcément besoin de faire des explications très pointues au niveau génétique auprès des gens. C'est un peu un truc intuitif, donc on peut facilement être sur la même longueur d'onde avec des gens au marché pour parler un petit peu de ce travail de sélection en prenant cet angle-là. Et après, donc il y a un aspect enfin des pans entiers qui s'ouvrent là pour la sélection à la ferme, c'est de comprendre. Moi, c'est récent que en gros tout ce qui est microbiologie, l'hérédité microbienne, c'est un peu cet hiver que j'ai eu du temps pour regarder ça. Et puis l'épigénétique, j'en entendais parler depuis 4 ou 5 ans. Et ben, c'est de se rendre compte que ces volets d'hérédité, ils donnent de l'eau au moulin pour dire qu'il faut que la sélection, elle soit faite au plus près de là où les plantes, elles vont être cultivées, c'est-à-dire en pression de sélection réelle, avec l'écosystème microbien réel qui est dans le sol, les pathogènes réels, les conditions de climat, de sol, de pratiques culturelles réelles. Et donc du coup, en fait, en tant que paysan, on est à la meilleure place pour faire des sélections sur mesure par rapport à nos besoins, notamment sur ces volets-là où on peut avoir des réponses des plantes qui sont beaucoup plus rapides que des fois qu'avec une sélection génétique où il y a tout ce processus d'élimination des choses qui sont indésirables. Là, des fois, avec l'hérédité microbiologique, c'est d'une année sur l'autre en fait, quoi, qu'il y a des choses qu'on peut observer sur de la. Moi, par exemple, je fais mon terreau, je fais tous mes plans et je fais mon terreau. Mon terreau, c'est du fumier de cheval qui a 2 ans pur. Et en fait, une plante qui arrive de l'extérieur sur la ferme et qui arrive dans un truc comme ça, qui a été sélectionnée pendant 30 ans pour pousser dans des mottes de tourbe stériles, et ben en fait, elle vit un choc. Et je le vois tous les ans, alors que les semences qui proviennent qui ont été produites sur la ferme l'année d'avant, en général, ça se passe plutôt mieux. Il y a des choses qui relèvent pas de la génétique et qui font qu'on a un gain de sélection qui est très rapide là-dessus. Une autre motivation pour le fait de faire des populations, c'est que améliorer sa tolérance aux variations interannuelles de climat, et ben ça fait gagner des sous, ça évite un peu des années blanches culturales. J'ai un poste semences et plants qui est tout rikiki par rapport à la taille de la ferme. Voilà, c'est appréciable quoi économiquement de faire ça. J'avais calculé une fois que je gagnais, je me payais mieux à l'heure si des fois à faire de la sélection ou à faire du battage ou de la multiplication de semences que à désherber des carottes quoi. Si je regarde juste la tâche que je fais, alors c'est pas toujours évident en maraîchage parce qu'on est sur des dizaines de légumes, mais en tout cas c'est une activité qui est assez rémunératrice quoi si on la prend toute seule. Et puis après il y a le fait c'est satisfaisant de se dire qu'on a moins besoin de ce monde semencier qui est. Alors il y a heureusement plein d'artisans semenciers ou de semenciers qui font du super boulot, mais il y a aussi des choses qui sont reliées à des transnationales qui font des choix techniques qui sont pas forcément ceux que je choisis, ceux que je prendrais. Donc par exemple tous les semenciers bio qui font de l'achat-revente de semences hybrides qui sont produites par les transnationales horticoles hollandaises qui profitent du travail pas cher en Inde, en Amérique du Sud, qui utilisent des biotechnologies pour faire leurs hybrides. Enfin, ça permet de s'émanciper un peu de toutes ces choses qui rentrent pas dans notre cadre éthique et de travailler, au bout de quelques années, d'avoir une qualité de semences qui des fois arrive à être comparable, voire supérieure. Oui, là c'est en tout petit dans la diapo, mais là c'est ce qui est utilisé pour faire des hybrides de plus en plus maintenant là là c'est sur asperges, là toutes les asperges 100% mâles, là, elles sont obtenues par culture in vitro. Et ça crée plein d'erreurs génétiques, ça fait éclater des chromosomes et ça crée ce qu'on appelle des micro-noyaux.
Et les micro-noyaux, c'est tellement un dommage important sur les plantes que ça sert de marqueur pour étudier la génotoxicité des substances sur les plantes. Donc en fait, juste la culture in vitro pour faire soit de la fusion cellulaire, soit de la diploïdisation pour faire des lignées parentales d'hybrides, ça crée tout un tas de problèmes. Et donc voilà, en fait, moi j'ai pas envie de proposer ça à manger aux clients, j'ai pas envie d'avoir ça dans les champs, donc voilà. Faire soi-même la sélection, ça permet de se libérer un peu de ça. Voilà, j'avance un peu. Donc la sélection que je fais en général sur la ferme, et d'autant plus depuis 2 ans, elle se base sur une approche un peu large des populations, qui est centrée plus sur l'usage qu'on va faire des choses, des plantes, que du standard ou de la fidélité à un phénotype. Et donc on n'a rien inventé, c'est le fait d'avoir des amis qui sont allés notamment dans différents pays et qui rapportent ce truc que par exemple des pommes de terre au Pérou qui sont sélectionnées depuis des millénaires sur la base de différentes aptitudes culinaires, mais du coup avec des phénotypes qui peuvent être très différents. Et ça a pas de, on s'y intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est leur teneur en amidon, c'est comment elles se conservent, comment elles arrivent à, à être passées de manière satisfaisante au travers d'une préparation pour les stocker en hiver. Idem sur le maïs. Là, vous voyez, c'est des maïs qui sont tous sélectionnés pour un usage, que ce soit pour faire de la farine, de la polenta, des choses comme ça. Par contre, quelle couleur ils vont avoir, on s'en fout. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent pousser dans des fermes à un endroit donné et qu'ils aient un usage satisfaisant. Donc, se recentrer de nouveau sur l'usage, oublier un petit peu le standard phénotypique. Et donc avec quelques copains, là, on s'est mis les uns les autres entre les mains différents livres il y a quelques années, notamment un livre de Salvatore Ceccarelli, Evolutionary Plant Breeding, qui explique un petit peu des choses sur l'intérêt des mélanges, notamment la diversité génétique pour la résilience, un peu ce que nous expliquait Isabelle tout à l'heure. En potagère, on a lu le livre et puis on a rencontré en 2024 un maraîcher sélectionneur américain qui s'appelle Joseph Lofthouse. Et donc ça, c'est son livre, La semence paysanne métissée, qui a une approche pareille très large de la diversité génétique dans ces populations. Et le but, c'est d'adapter vraiment les plantes à sa ferme dans un système à base intrants. Donc en lisant ça, moi en tout cas, j'ai reconnu un peu ma ferme et ses enjeux. Et puis un livre aussi important et qui reprend ce que disait Isabelle par rapport au contournement de résistance qui était très rapide avec les sélections généalogiques, lignées pures, hybrides, modernes, donc les résistances verticales, et qui incite plutôt à privilégier les résistances horizontales, où en fait de cumuler dans un champ plein de plantes qui ont des aptitudes parfois seulement partielles à résister à un pathogène ou juste à le tolérer. Et en fait, la combinaison de la mosaïque de toutes ces plantes dans le champ fait que le pathogène peut se propager moins rapidement. Et donc, ce qui permet d'augmenter le temps de récolte. Là, c'est un bouquin de Raoul Robinson, voilà, qui nous a aussi inspiré pour travailler là-dessus. Donc voilà, pour dire qu'on n'a rien inventé, que c'est des choses qui sont très anciennes, mais qu'il y a aussi des apports modernes. Et bien sûr, ce qui nous a beaucoup inspiré avec les copains là du collectif PEPS, c'est d'une part tout le travail qui a été fait il y a 20 ans et depuis 20 ans par les gens qui font, les paysans boulangers français, qui ont sorti des blés, des collections pour faire des populations. Voilà, c'est un mélange d'inspiration ancienne et moderne là, qui nous donne envie d'avancer en potagère là-dessus. Et on a même repris l'acronyme que Estelle et Emmanuel ont forgé, là, PEPS, Population évolutive présélectionnée,
parce qu'on trouvait que c'était super chouette, que ça avait une connotation assez positive. Voilà. Après, au niveau de comment s'y prendre, l'idée générale, c'est donc d'assembler une population, donc de mettre ensemble des individus qui ont échangé du matériel génétique, pour le dire avec des mots pas très poétiques, de partir de ça. Donc soit on est sur des plantes allogames, sur des courges, sur des choux, et on peut se contenter de mettre côte à côte plein d'individus et d'espérer avoir des croisements à un taux important. Ou soit donc si c'est des plantes qui sont très allogames, on va pouvoir le faire une année ou deux seulement. Et si c'est des plantes qui sont que partiellement allogames, par exemple, je suis en train de monter une population de fèves qui s'hybrident entre 5 et 30% suivant les sources et suivant les configurations de terrain. Et ben là, je me donne 5 ans, en gros, pour avoir un mélange que je remets en culture, en appliquant assez peu de sélection pour vraiment que les plantes elles aient du temps pour se rencontrer et échanger du pollen. Là, je les laisse un peu tranquilles pendant 5 ans. Et puis dans 5 ans, je vais vraiment pouvoir avoir des plantes qui seront des F1, des F2, des F3 et qui seront en capacité d'être sélectionnées. Mais là, c'est trop tôt pour l'instant. Et après, quand on est dans le cas de plantes autogames, donc on en a quand même un certain nombre en potagère aussi, et ça peut passer par soit se laisser surprendre par la nature. Donc par exemple en multipliant des laitues, en ayant des planches de culture de laitue pour la semence qui sont côte à côte, et au lieu de respecter les distances d'isolement, de justement pas les respecter et d'avoir quelques rares hybrides F1 quand on ressème la génération d'après, et bien isoler ces plants et récupérer la semence pour avoir une population en F2 sur laquelle on va pouvoir commencer à faire de la sélection. La petite photo en dessous, par exemple, vous avez donc là c'est une pollinisation manuelle de tomates. Ça se fait assez facilement une fois qu'on a le coup de main là, avec une brosse à dents électrique pour décrocher le pollen. Ça peut être une autre manière de faire les choses. Et donc au sein d'un petit collectif là que je vais présenter après, le collectif PEPS, là où on essaye de rassembler les fiches méthodologiques d'hybridation manuelle de plantes potagères pour essayer de récupérer la connaissance là-dessus, que pour l'instant est très lacunaire. On trouve un peu des choses sur Internet, mais du coup il y a plein d'espèces sur lesquelles on sait pas trop par quel bout prendre les choses. Donc il faut faire des essais et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, au niveau de la stratégie générale qu'on peut avoir, c'est un peu ce qu'explique Salvatore Ceccarelli là dans son livre, page 78 exactement. Il dit qu'on peut, il y a deux archétypes de stratégie pour par rapport à ce qu'on peut faire en sélection. Si on veut faire à la plante quasiment un saut évolutif et lui faire des choses qu'elle a pas ou peu fait, faut essayer de rassembler au sein de cette population de départ un maximum d'individus qui sont issus de croisements, en allant chercher très très large dans tout ce qu'on peut trouver dans les banques de semences et des choses comme ça. Ou alors si on pense qu'il y a un certain nombre d'individus de variétés ou d'accession au sein de la population qui peuvent permettre d'aller dans le sens où on veut aller, et justement de prendre que ceux-là et de les rassembler, de les croiser entre eux, et après faire de la sélection à partir de ça. Et du coup, vous avez tous les gradients possibles entre ces deux stratégies. Il y en a une qui demande de déployer des grands moyens, en gros, et puis une où on peut se débrouiller avec un peu moins de moyens, mais du coup, on peut attendre un peu moins de résultats aussi, peut-être, ou en tout cas, on peut aller un peu moins loin. Et souvent, on fait les choses un peu en fonction des capacités qu'on a concrètes. Là, on est en train de parler de création de population à la ferme, sans financement, et tout ça pris dans la routine d'une activité professionnelle. Donc, il faut que les choses, elles soient relativement low cost, accessibles, et qu'elles prennent pas trop de temps. Donc il faut trouver les bons compromis. Voilà, donc du coup
à titre personnel, je suis sur plein de projets différents, comme à l'image du maraîchage. On va pas tous les détailler, mais ça peut prendre vraiment des aspects très très différents, des plantes qui ont des physiologies différentes, qui ont un cycle de vie différent. Mais l'idée générale, c'est un peu la même, quoi. C'est d'adapter les plantes à la ferme en leur faisant passer un certain nombre d'années sur la ferme et en déviant pas de critères qu'on s'est fixés en amont, mais en n'essayant pas d'uniformiser, donc en gardant vraiment la diversité qui a pas besoin d'être uniformisée. Donc ça peut être de la diversité vraiment phénotypique. Euh, et autant des fois il y a des projets qui sont un peu longs et laborieux, sur des plantes bisannuelles avec des objectifs très très précis. Là par exemple, je veux faire une population de choux qui arrive à passer l'hiver en Haute-Loire, de choux-fleurs. Ça va être compliqué. J'ai sorti 75 accessions de choux-fleurs. Il y a eu beaucoup de casse cet hiver. Et du coup, comme c'est bisannuel, ça va prendre du temps. Autant là, par exemple, en bas à gauche, j'ai une population de moutarde japonaise où mon objectif c'était juste d'avoir une diversité de formes et de couleurs, et qu'elle soit lente à fleurir au printemps pour que j'ai des semaines de récolte supplémentaires. Et autant là, dès la F2, presque c'est gagné, quoi. Enfin, je vais faire un tout petit peu de sélection négative en enlevant, en écrémant par le bas quelques plants qui sont pas intéressants, mais globalement, ça fait une super population. Donc il y a tous ces extrêmes possibles. Des fois, c'est des voies de garage. Des fois, j'ai des échecs, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir plein de choses qui sont lancées, ben forcément, il y a des choses qui réussissent. Ça fait partie du jeu. Et donc pour parler un peu du collectif PEPS, donc on s'est un peu formellement, c'est un peu des gens éparpillés dans toute la France qui se sont rencontrés en 2024, qui faisaient un peu de la sélection les uns les autres chez eux. On essaye d'avoir une réunion mensuelle par visio pour échanger sur les choses en fonction de l'actualité de la saison. En potagère, hein, c'est centré sur les potagères. De se retrouver 2, 3, 4 jours par an c'est important de se connaître physiquement, quoi, de pas faire qu'un truc dématérialisé. Il y a d'autres collectifs en Europe, je pense notamment à Going to Seed, qui travaillent sur des populations évolutives en potagère, donc on a des échanges assez soutenus avec eux. On a un serveur partagé qui est ouvert à tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez participer aux échanges. Donc on essaye de centraliser des informations et puis de se renforcer les uns et les autres dans nos projets aussi, de se grouper par espèce quand on a des besoins qui convergent. Là, je vous ai montré brièvement un poivron sur la diapo d'avant. Je sais pas si on la voit en haut à gauche. Là, cette année, on est 10 à le mettre en culture sur la ferme. Et le but, c'est d'avoir des couleurs immatures qui soient commercialisables. Donc pas du vert. Les gens, ils achètent pas des poivrons verts, mais d'avoir des poivrons qui soient violets, noirs, fuchsia, blancs, avec des gros calibres. Donc si on est 10 fermes, on a un problème d'échantillonnage en potagère globalement par rapport aux céréales où il y a beaucoup d'individus au champ. En potagère, c'est dur pour un maraîcher d'avoir plus de 100 plants d'une même population. Donc s'il y a 10 fermes qui font l'effort, et ben là on est beaucoup plus robuste si on se dote des mêmes critères de sélection. Voilà. J'en ai fini.